Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics, avec toujours un tout petit peu de spoil. Comme d'habitude, si vous voulez mon avis sur un titre en particulier ou esquiver mon avis sur un titre en particulier, il y a le chapitrage dans la barre YouTube en description. Voilà, c'est dit, c'est fait. Pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir, surtout que on a dépassé les 3300 abonnés, en route vers les 3400 et bientôt les 4000. En description, il y a aussi un lien vers tous mes réseaux de TikTok, Instagram, Twitter, Discord. Et bah voilà, c'est tout ce que je vais dire en introduction. On commence maintenant. On démarre avec le 14e tome de Sidou, donc encore une fois, le petit frère du duo fait des conneries, Gentaro, donc il avait recruté un petit mec et dit «Ouais, je vais te montrer c'est quoi être un vrai samouraï, patati patata», et bah, il enchaîne connerie sur connerie, le mec se fait tuer, et donc il y a Ejikata qui arrive et qui lui met un petit coup de pression, et alors il y a aussi l'arrivée d'un autre personnage dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, c'est Isami Kondo. Alors si je dis pas de bêtises, c'est le big boss du Shinsengumi. C'est celui-là dans Shibuya qui se bat avec un tronc d'arbre. Donc c'est vraiment toujours aussi intéressant de lire Sidou en même temps que Shiruran. Alors même si je pense que les situations sont plus du tout, enfin, je suis plus du tout sur la même temporalité, dans le sens où ce qui se passe dans Sidou, c'est pas exactement le même point où j'en suis dans Shiruran, mais c'est intéressant de voir deux points de vue du même groupe, de la même période, vu par deux auteurs. Alors chacun raconte à sa manière. L'un, c'est deux frères qui vont rencontrer des personnalités. Shiruran se veut plus historique, mais en même temps très futuriste, dans le sens où ils ont des looks assez atypiques, et Sidou c'est toujours aussi bien. J'en ai parlé, c'est normalement cette semaine, dans un manga à chaud, Black Box, du même auteur qui est sorti. Dans pas longtemps, je parlerai de l'autre manga qu'ils ont sorti, Soul Keeper. J'en parlerai en même temps que Blue Heaven, qui doit sortir dans un mois. Je ferai une double vidéo sur Tsutomu Takashi chez Panini. Et encore une fois, hein, je me répète avec Black Box, ça fait super plaisir d'avoir du Tsutomu Takashi en veux-tu en voilà, parce que on a Neun qui est pas terminé, mais pour l'instant pas de nouveau tome parce qu'au Japon c'est en pause. On a Black Box qui arrive, enfin qui est arrivé, on va avoir 6 tomes tout au long de l'année et début de l'année prochaine. On a Sidou qui a dépassé la moitié, il reste encore 11 tomes avec un rythme de 1 tome tous les mois dans un an à terminer. On a Soul Keeper, on a Blue Heaven. Est-ce qu'on aura les 2-3 autres mangas qui étaient chez Panini qui sont impossibles à trouver aujourd'hui? Je croise les doigts pour dire que oui. Mais voilà, ça fait vraiment très plaisir de pouvoir avoir une collection complète des œuvres de Tsutomu Takahashi en France. Hippo, saison 6, tome 13, donc on est au tome 122 de Hippo. On a bien dépassé la moitié, il reste quoi? Il reste 8 tomes normalement, si je dis pas de bêtises, avant la fin. J'aime beaucoup le tournant de la série depuis que Hippo a plus ou moins raccroché les gants et qui s'oriente dans une carrière d'entraîneur, et donc bah, il doit tout réapprendre parce que, ok, t'as beau être un bon boxeur, tu n'es pas forcément un bon médecin, un bon coach. Et donc déjà rien que le fait de mettre le tabouret, il galère, donner des conseils à Kimura, il galère, et c'est super intéressant de voir Hippo réapprendre son sport, mais d'une autre manière, et c'est vraiment très intéressant. Il y a en plus le côté, tu sens une sorte de, on va faire un cercle vertueux, enfin, cercle vertueux, une boucle d'Ouroboros, hein, c'est comme ça, où Hippo croise un gamin qui se fait martyriser et il veut essayer d'être un petit peu son Takamura. Sauf que bon, ça marche pas. Après, est-ce qu'on aura un Hippo sensei qui va coacher un jeune? Je sais pas, mais en tout cas, là, le prochain combat, normalement, c'est on va avoir Miyata qui va se battre. Hein. En même temps, la couverture, on a Miyata, donc souvent, quand on a Miyata couverture, c'est qu'il va se battre dans pas longtemps. Et ouais, Hippo, toujours aussi bien. Je me dis, il reste que 8 tomes. Je suis triste en fait, je me dis ça. Tout doucement, je vois la saison se terminer et. Ah, c'est triste. Dr Stone, tome 20, donc on a fini l'arc avec le Dr Xeno, donc il a été capturé, et donc Senku lui propose plus ou moins de rejoindre son groupe. On va dire un peu forcé parce qu'il est attaché, il lui dit tu viens avec nous, on va aller chercher du caoutchouc pour faire je sais plus quoi. Et mais en même temps, t'as son garde du corps, le sniper du FBI ou de la CIA qui lui qui est pas au courant et donc qui les course. Petit moment où il faut réussir à aller plus vite qu'un bateau à moteur alors qu'ils ont un petit voilier à la con, qui en plus il y a un radar donc ils sont géolocalisés tout le temps. C'est super cool cette petite course-poursuite au moment où ils font leur moto et qu'ils coursent. C'est vraiment super cool, très très bien. Alors j'ai cru comprendre que le manga était terminé au Japon en 25-26 tomes, ce qui fait que dans un an, c'est terminé en France de Stone. À voir le tournant en même temps. Vu la situation du tome 20, comment ça escalade par rapport aussi à savoir que plus ou moins la pétrification vient de la Lune, ça sent qu'on s'approche quand même tout doucement mais sûrement de la fin, à moins qu'on nous dise oui, il y a des grands méchants qui sont en Europe, il faut les niquer.
Je vois pas trop ce que tu peux raconter de plus. Là, ils ont battu un grand scientifique, le plus grand scientifique de la Terre. À part que si on dit qu'il y a un putain de général de fou furieux qui est en France ou en Allemagne, qui a une petite moustache et qui fout le bordel, je vois pas trop ce qu'on peut raconter de plus dans l'univers de Dr. Stone. Yawara, tome 8, donc dans le précédent tome, Yawara était devenue championne olympique de judo féminin, tout poids confondu, parce qu'elle a rencontré des filles qui faisaient 4 fois sa taille et son poids, donc pour moi elle est championne toutes catégories confondues. Je sais pas s'il y avait des catégories à l'époque dans le judo, parce que c'est un petit peu bizarre de se dire qu'elle a affronté, genre par exemple la canadienne qui a l'air de faire 8 fois son poids, sans être méchant, j'ai du mal à me dire elle aurait pu affronter Yawara. Donc Yawara fait, donc après ses JO, fait une petite tournée, notamment elle va retrouver sa copine Jodie, la canadienne, qui va se marier, et en parallèle on a surtout la pote ballerine de Yawara, qui est donc à l'université où va aller Yawara, qui commence à fonder un club de judo, et elle recrute un peu tout ce qu'elle peut, et j'aime bien le petit groupe qui se forme autour de cette ballerine, notamment il y a une fille qui est énorme, enfin qui est obèse et qui veut perdre du poids, il y a une fille qui a tout le temps peur, qui veut pas se battre, une fille qui en a marre des mecs et elle veut se défendre, elle veut leur niquer la gueule, une fille qui est très sexy et qui dit j'en ai marre qui me touche, je veux défendre mon corps, et qui, genre à la limite elle vient à Walp sur un match, enfin avec un gros décolleté plongeant, je trouve ça génial. Non, vraiment très très cool, bon même si là c'est un tome un peu moins centré sur Yawara, mais plus sur les personnages qu'on va sûrement côtoyer dans les prochains tomes, ça reste toujours aussi plaisant. Yawara, c'est vraiment une super série. Beck, tome 5. Alors, c'était un tome qui était plastifié parce que en fait, il y a un petit médiateur qui était vendu avec. Alors, je sais pas si vous arrivez à le voir avec le focus. Non, le focus se fait pas, bon, c'est pas grave. Donc, ce tome-là, le groupe Beck participe à un petit festival de rock, et donc il y a un petit... pas mal d'enjeux qui sont imposés avec ce tome, parce que en fait on a à la fois Ryosuke, on lui dit ouais votre groupe on va le mettre dans le troisième truc où on met que les couillons, et lui il dit ouais nous on fera plus que les autres et vous allez voir, et en même temps t'as le héros, donc j'ai oublié le nom, excusez-moi, Yukio, donc son rival en amour avec Mao lui dit si Mao vient à mon concert tu la lâches, et il fait et si tu viens à mon concert toi tu la lâches, et donc bah elle vient chez aucun des deux, et finalement bon vu l'affinité de ce tome où ils se retrouvent et ils s'embrassent, j'espère que ça y est, on finira les triangles amoureux autour de Mao, Yukio et compagnie, et que ça y est, c'est un couple officiel et on arrête, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont plaints que la série, au niveau des romans, c'était chiant. J'espère vraiment qu'on va pas après, ils vont casser deux semaines après, ils vont se remettre ensemble 3 semaines après, etc. Si c'est ça tout le temps, ça va vite me saouler, alors que j'aimais pour l'instant bien les relations amoureuses. J'ai aussi kiffé le moment où il y a la fille, une des copines de Mao, qui vient et qui dit attends, tu veux te détendre un petit peu, et elle se fout à Walp devant lui, et le héros il est en mode non, 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 je peux pas faire ça, il se barre, et Mao est juste là, et elle se dit gros dégueulasse, et elle se barre, c'est vraiment cool. Non, et tout le moment où le groupe Beck devient ultra populaire, c'était vraiment super bien. Toujours un gros plaisir à lire Beck. J'ai limite envie de maintenant de me faire de plus en plus Rin, l'autre manga de l'auteur. Je crois qu'il a sifflé un autre manga qui est chez Kazé, mais en ce moment, il est dur à trouver, les 7 Shakespeare, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, déjà, Beck, je vais aller jusqu'au bout. Là, depuis 2-3 tomes, depuis le tome 3, je suis déjà à fond, mais là, c'est vrai que chaque tome monte en puissance. C'est vraiment un super titre. Ayakashi Triangle, tome 2, bon, bah, c'est à l'image du premier tome, c'est sympa, mais on va dire, voilà, j'avais commencé la série, enfin, j'avais acheté le tome 1 parce que Kentaro Yabuchi, un auteur que j'aime bien, même si je sais que c'est un auteur de Ecchi, hein, il a fait To Love Ru, To Love Ru Darkness, comme j'ai dit, To Love Ru, c'est une œuvre pour moi de jeunesse, j'ai dit, est-ce que je peux replonger dans son univers et un petit peu grivois? Bon, Ayakashi Triangle, c'est sympa, mais voilà, ça fait vraiment... Je peux conseiller un plus jeune, mais moi, ça me parle pas plus que ça, donc peut-être que j'achèterai le tome 3, mais là, clairement, pour l'instant, la série, je pense pas la continuer, j'en dirai pas plus. C'est sympa. Alors, j'ai pas mal kiffé tous Bon, après, ça, c'est par rapport au délire un peu grivois. Tous les moments où bah, l'héroïne, enfin, l'héros-héroïne ne porte pas de soutif, et donc t'as les mecs qui sont en train de se... Ils ont les yeux qui brillent quand ils la voient courir, et que donc ça bouge dans tous les sens. Quand l'héros-héroïne va chez sa copine, et qu'elle a son petit frère qui est en mode oh putain, elle est mignonne, elle. Oh, je la kiffe. Limite, après, il va se faire un 5 contre 1 tout seul dans les toilettes. Et après, bah, ils rentrent dans leur chambre et ils sont en train de se... par inadvertance, enfin, limite se galoche, il s'enlace et il dit oh, ok, ma soeur, elle est de ce bord-là, je vais la laisser tranquille. C'était marrant, mais c'est vrai que pour un tome entier, c'est 2-3 petits passages un petit peu marrants. Bon, ça vole pas très haut, donc je pense pas continuer tout de suite Ayakashi Triangle. Quatrième et dernier tome de Teenage Renaissance. Donc,
je suis triste en fait, hein, je le savais que la série ferait que 4 tomes, c'était une série courte qui a été annulée au Japon et c'est vraiment dommage parce qu'il y a plein d'histoires qui auraient pu être développées, la relation entre Goliath et sa copine, Joconde, qui est donc, qui a Trim de l'amour et cetera, comment il s'appelle? Mackenpeace, il y avait un potentiel de fou par rapport au musée du Louvre, aux œuvres d'art en règle générale. Tu aurais pu faire une école qui vient de l'autre, qui est genre, je sais pas, le musée de Londres, le musée de New York, où il y a d'autres œuvres différentes, ils sont rivales et il y a des délires un petit peu confrontation de tournois de sport. Il y avait un potentiel de fou avec cette œuvre. C'est un peu dommage que ça soit arrêté. Je suis quand même content que, alors, je sais pas par rapport au... Enfin, je pense que les Japonais ont eu les mêmes tomes, mais je me dis ceux qui ont lu que la prépublication, c'est dommage parce qu'en fait, à la fin de ce tome, il y a plein de petits bonus par rapport à d'autres personnages qui n'ont pas forcément eu le temps d'être développés, notamment Joconde et son histoire d'écrivain, enfin, d'auteur, d'écrivaine, ça se dit, d'écrivaine, je sais peut-être pas trop, qui est super intéressant avec son père, donc, qui est donc de Vinci, son frère qui est donc l'homme de Vitruve, donc c'est le mec avec 4 bras et 4 jambes, qui est l'homme parfait, et ah c'est dommage que ça soit si court. Après, c'est une œuvre qui est super sympa, mais c'est vrai que ça reste juste dommage que ça soit si court, qu'on ait peu développé. Par exemple, le passage de Narcisse, qui finalement sert pas à grand chose parce que il a pas eu 4 chapitres, il était drôle, mais comme le manga s'est arrêté, on n'a pas pu aller plus loin avec lui, et c'est vraiment juste dommage que les Japonais aient des goûts de merde. Voilà, on va dire ça comme ça. On passe aux éditions Pika avec tout d'abord le 7e tome de Fable. Donc là, on a, pour moi, terminé un arc narratif avec donc la collègue de The Fable qui était pourchassée par des Yakuza qui voulaient la prostituer, la violer, etc. Donc ça, cette histoire de Fable est clos. Je pense que je vais me relire les 6 tomes pour bien ressaisir un petit peu toute cette histoire. Et j'ai l'impression qu'on entame un nouvel arc narratif avec le personnage de, excusez-moi son nom, Kuroshio, si je dis pas de bêtises, qui va devenir le disciple de Fable. Donc, est-ce que ça va amener d'autres ennuis autour de notre héros et donc de sa, entre guillemets, petite sœur adoptive, enfin sa petite sœur, hein, vous savez, donc Yoko, qui est donc sa sœur pour les autres. Voilà, à voir. En tout cas, vraiment très bonne conclusion de cette histoire qui, mine de rien, très violente, avec pas mal de morts, pas mal de sang, alors que ce Fable se vendait un petit peu comme un manga un peu léger, enfin léger dans le sens, il y aurait des blagues, c'est vrai que par moments, on redescend dans la réalité, on se dit, c'est comme des Yakuza, les mecs qui s'entretuent. Et c'est vraiment très bien, mais je pense que je vais me relire les 7 premiers tomes pour l'arrivée du 8e si j'y pense et si j'ai le temps. Fortnite of the Apocalypse, tome 3, c'est toujours aussi bien, que moi j'apprécie Fortnite of Apocalypse. Comme je dis à des potes, c'est pas le manga du siècle, c'est pas le manga qui révolutionne le genre, c'est pas le manga qui transcende, qui réécrit les règles, c'est un bon shonen et qui joue avec les codes, qui joue bien, qui comprend ses codes, qui fait ce que j'attends d'un shonen. Et pour moi, c'est le genre de bouquin, de manga, que je pourrais conseiller à un petit, parce que j'aime bien My Hero Academia, j'aime bien Jujutsu, j'aime bien ça, mais ça joue tellement avec les codes qui ont été instaurés depuis 30 ans, et en jouant avec, en les déformant, qu'en fait, tu as une vision un peu biaisée du shonen, ce qui fait que je pense qu'un shonen qui fait les choses bien, qui, sans pas forcément prendre de risques, c'est un peu les choses que je dis, mais voilà, sans déformer les règles qu'on connaît un peu comme Dragon Ball. C'est pour ça que tout le monde aime Dragon Ball, c'est la base, c'est le point zéro. Après, les autres, ils ont pris, ils ont déformé, etc. Mais Dragon Ball, c'est un peu l'origine. Et je trouve que c'est un peu comme un Dragon Ball 2.0. C'est vraiment, ça reprend des codes sans les modifier. Alors, ça les modifie ça, dans son propre univers, mais voilà, il y a des trucs qui paraissent évidents. Tu vois un nouveau personnage féminin qui arrive, bon, t'as 99% de chances que ça soit sur un personnage allié qui sera la copine du héros. C'est le cas. Surtout, alors là, après, on revient un peu sur les délires univers arthurien. Elle s'appelle Anne, et à la fin, on nous dit qu'elle s'appelle Angarade. Angarade étant la femme de Perceval. Donc, c'était évident. Mais voilà, c'est vraiment cool. Le personnage est vraiment très très stylé. J'aime bien le combat en plus qu'il y a avec Ironside, qui est vraiment cool, l'arrivée un peu plus de Arthur, en plus qui demande à ce qu'on retrouve sa femme, donc Guenièvre. Est-ce que Guenièvre est avec Lancelot à ce moment-là, donc qui est censé être le fils de Ban? Parce que le roi Ban, c'est le père de Lancelot dans l'univers, dans les légendes arthuriennes. Mais en tout cas, voilà, moi j'apprécie ce petit titre. C'est vraiment, clairement, peut-être mon shonen préféré pour l'instant qui est sorti cette année. J'aime bien Sakamoto Days, mais Fortnite of Apocalypse, j'aime bien ce côté premier shonen pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment rafraîchissant, même si après on peut avoir encore des PTSD de la fin de Seven Deadly Sins. On parle ensuite du tome 19 de Eden Zero. Alors, je vais être encore un petit peu méchant envers des gens, mais ceux qui crachent peut-être sur Eden Zero parce que c'est Hiro Mashima, le papa de Fairy Tail, clairement,
alors je dis pas: «Ouais, tu verras au tome 19, ça devient bien», mais si avec le tome 19, vous trouvez que c'est toujours, nul à chier, c'est comme Fairy Tail, je crois que vous avez pas lu Fairy Tail, en fait. Parce que clairement, depuis le début, hein, dans Eden Zero, il y avait des moments dramatiques, bien plus dramatiques que dans Fairy Tail, où il y avait pas trop il y avait des enjeux dans Fairy Tail, mais il y avait pas toujours ce drama. Dans Eden Zero, il y a du drama, et ce tome 19 me le rappelle. Les 2 derniers chapitres, j'ai limite eu une petite larme à l'œil, hein. Le moment où, bah, il y a, je spoil, hein, il y a le grand combat entre le grand démon face à Nero, l'un des 6 un des Horatian Seis, et donc le big boss de cette comment ça s'appelle, Ao, le Cosmo Aoi, Ao, donc le Cosmo bleu. Et donc à la fin, il est tout puissant, il va faire une grosse explosion, et donc Witch fait un bouclier, et ce bouclier fait que, bah, à la fin, elle décède. Donc t'as le gros moment, en plus t'as le flashback où on dit oui, t'aurais pu être un peu la mère de Shiki, etc. Et elle dit ouais, Shiki, t'as bien grandi. Genre, si t'as pas lu les 18 tomes, enfin, si après les 18 tomes, t'as pas une petite larme à l'œil quand tu lis ce passage-là, c'est que t'as pas d'âme. Et alors derrière, quand t'as Rebecca qui te dit Shiki, il faut vraiment que tu passes ton deuil parce que j'essaie de revenir dans le passé pour t'aider, mais j'y arrive pas. Et là, tu la vois tout son visage, il est en train de s'effriter, tu fais oh putain, qu'est-ce que t'es en train de faire, Mashima? Non, vraiment, ceux qui m'ont dit, qui disent que Eden Zero, il y a pas d'enjeu, etc. Mais allez bien vous faire foutre, hein. Clairement, allez bien vous faire foutre, parce que je pense que vous avez pas lu Eden Zero. C'est dur, Eden Zero, hein. C'est beaucoup plus dur que Fairy Tail. Bah tiens, tant qu'on y est, j'ai lu le tome 12 et 13 de l'édition intégrale de Fairy Tail, donc qui couvre tout l'arc d'Edolas. Alors déjà, j'ai lu les 2 tomes d'un coup parce que j'avais pris un peu de retard et je voulais pas avoir trop de retard par rapport à ma lecture de l'intégrale. Et surtout, bah, ça couvre tout l'arc Edolas, qui est un arc que j'aime pas. Alors je me suis dit, en le relisant peut-être d'une traite, peut-être que je vais plus l'aimer. Et je l'aime toujours pas. En fait, j'y arrive pas. Alors, j'aime bien l'idée de se dire que Mashima a essayé de changer un petit peu sa routine, en mode, on va pas sur une île, on va pas dans un village, on change totalement d'univers et on crée un peu plus de lore au monde de Fairy Tail, dans le sens où il y a un monde parallèle, où les gens sont inversés. J'aime bien aussi l'idée où tout le monde est inversé, donc Lucie, elle est un peu plus extravagante, et tu sens qu'à la limite, si elle peut, elle va prendre Natsu, elle va le foutre dans l'hôtel avec lui, et ils vont faire 4 enfants. Surtout qu'il y a un passage où elle dit «Ah, t'as vu, on est pareil», et limite, elle est en train de se foutre à poil devant lui. Tu sens qu'elle est un peu plus, pas, je vais pas dire amoureuse, mais entreprenante vis-à-vis de Natsu, là où Natsu est lui beaucoup plus entreprenant avec Lucie dans la version classique. T'as Erza qui est devenue méchante, bah, t'as Grey qui est un frileux, t'as Natsu qui adore conduire, mais par contre c'est un peu heureux quand il sort du véhicule. Ouais, j'aime bien ce délire où tout le monde est inversé, mais l'arc en lui-même, où ils vont sur une planète, les mecs ils ont de la magie dans les cristaux, j'ai pas trouvé ça super intéressant. En plus, on te dit, ouais, mais en fait, c'est le pays où viennent Happy et Carla. Et en fait, on te raconte 4 origin story en 3 tomes. Enfin, en 2 tomes, on te raconte 4 origin story. On dit, oui, on a été envoyé en mission pour tuer les machins trucs, mais t'as oublié Happy. Après, on dit, non, mais c'était pas ça la mission, c'était ça la mission. Et après, on dit, non, en fait, c'était du mytho, vous deviez juste survivre. On te raconte on te retconne 3 fois l'histoire de Happy en 2 gros volumes, c'est un peu chiant. Pareil, on te rajoute ça à Mr. Gun, ça sort de nulle part. Mr. Gun, on dit oui, Mr. Gun, qui est donc le clone, enfin le version Edolas de Gadjil, non, Geralt. On dit oui, c'est le prince de ce royaume. Pourquoi, comment, jamais ça a été évoqué. On aurait pu nous dire, ah, il est quand même quelqu'un un peu royal, etc. Jamais Mr. Mais comme Mr. Gun, on l'a jamais vu. Bah, il apparaît comme un cheveu sur la soupe. Après, on dit oui, j'étais en bas pour empêcher ça. Jamais c'est évoqué. Et c'est un peu dommage, c'est que on te ramène des trucs, mais comme il a rien préparé un peu à l'avance, t'as l'impression que tout vient comme un cheveu sur la soupe. Et je trouve ça un peu dommage. Et alors, pareil, encore une fois, où est le pouvoir de l'amitié? Je n'ai pas vu de pouvoir d'amitié dans ce tome-là. Il y a eu des moments où les personnages viennent en mode on va vous secourir. Alors, en fait, je pense que les gens emploient mal le terme pour Fairy Tail. C'est pas qu'il y a du. En tout cas, pour moi, pour l'instant, il n'y a pas de pouvoir de l'amitié. Il y a des facilités dans le sens où un personnage va donner un power-up à un autre personnage. Des personnages vont arriver en mode on va secourir tout le monde. Là, c'est clairement le cas. Quand la guilde de Fairy Tail arrive pour donner un gros coup de main, c'est une intervention divine, c'est un Deus Ex Machina. Mais à aucun moment, pour moi, il y a le principe du pouvoir de l'amitié dans le sens où tout le monde prie pour le héros et lui donne du pouvoir, de l'énergie à distance. J'ai pas encore vu ça dans Fairy Tail. Donc il faudrait qu'on m'explique à quel moment il y a du pouvoir de l'amitié. Moi, j'ai pas vu ça encore. Maintenant, on va parler de bande dessinée avec le deuxième tome de Yojimbot. Alors, le tome 1 était sorti il y a 1 an, j'en ai parlé il y a quelques temps sur les lectures. Donc j'ai acheté le tome 2 parce que j'avais surkiffé le tome 1. En plus, j'ai une dédicace du tome 1, mais je vais pas vous le sortir parce que j'ai un peu la flemme. Et donc, dans ce tome-là, bah, j'ai trouvé bien mieux. Alors, pas mieux rythmé, mais ça, mais en fait, le truc, c'est que
L'auteur approfondit encore plus son univers, notamment il y a tout l'arrivée de plein de personnages robots qui ont chacun des looks bien propres. Il y en a un, c'est le grand samouraï en armure, avec en plus il y a bien Kabuto, il l'appelle Kabuto. Il y en a un, c'est une sorte de petit vieux qui se bat avec une canne et il sort son katana et il fait limite des yaïs. T'as un mec qui est c'est un kabuki, ouais, franchement tous les looks des 5 samouraïs qui accompagnent le héros, vraiment cool. La fin, c'est dégueulasse de finir sur une fin comme ça, sur un cliffhanger pareil. J'ai hâte de lire le tome 3, là, j'ai hâte de voir où l'auteur nous emmène avec la suite de Yojimbo, mais en tout cas, un super tome, surtout, enfin, j'ai pas envie de trop spoiler la fin, mais j'avoue que par rapport à lui, à ce robot, au personnage principal robot, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, mais en tout cas, Yojimbo, c'est toujours un putain de plaisir à lire. Ensuite, on parle de Johann Sfar avec le 6e tome du Chat du Rabbin, donc Tu n'auras pas d'autre dieu que moi. Donc 6e tome sur 5, donc j'ai dépassé la moitié. Alors, je suis un poil déçu pour ce tome, alors parce qu'en fait, dans le tome 5, on nous avait présenté plein de personnages, notamment le juif qui venait de Russie, qui s'était marié avec une africaine, il y avait le musulman qui avait accompagné le rabbin pour retrouver la Jérusalem d'Afrique, qui ne sont pas dans ce tome-là. J'aurais bien aimé juste, on nous montre une case, il est reparti chez lui, puis basta. Juste ça m'aurait suffi, me dire, ouais, il est plus là. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'il s'est passé genre 10 ans entre le tome 5 et le tome 6, et que, j'ai raté un épisode. C'est un petit peu dommage. À ce niveau-là. Après, le reste du tome en lui-même est super et bien, parce que Zlavia, bon, la fille du rabbin, est enceinte, et donc t'as le chat qui fait un peu une dépression en mode « Mais attends, t'avais dit que tu aurais que moi, ça veut dire que je peux plus m'approcher de ton enfant, tu vas plus t'occuper de moi, etc. » Il y a un peu ce côté, le grand frère qui se sent un petit peu rejeté parce que le petit frère arrive. Je trouvais ça super cool. Toute l'histoire autour du chat qui apprend un petit peu à grandir, à admettre qu'il ne peut pas être que le centre du monde, d'où le côté « tu n'auras d'autre dieu que moi », parce qu'il se sentait un petit peu comme le dieu qui était tout le temps vénéré par sa maîtresse. Et ben non, maintenant qu'elle a un enfant, tu ne seras pas le seul centre d'intérêt de ta maîtresse, et c'est vraiment super cool. J'ai adoré, j'ai bien aimé la fin. Quand il dit « T'as vu, je suis parti des heures et je suis parti des jours entiers !» T'es parti 3 heures, qu'est-ce que tu me racontes? C'est vraiment cool, et j'ai hâte de lire la suite. En plus, là, déjà, dans la prochaine lecture, dernier tome de Klezmer, et ensuite, ça sera toutes les semaines, je parlerai du Chat du Rabbin, bon, pour les 3-4 tomes qui me restent à lire. Mais en tout cas, le Chat du Rabbin, c'est toujours un super kiff à lire. Et on finit, comme d'habitude, avec Astérix, le 15e tome de Astérix. Donc là, j'ai quasiment lu la moitié d'Astérix, parce que 15 tomes plus les 4 derniers, ça fait 19 sur 39. Je suis à la moitié d'Astérix, enfin quasiment la moitié d'Astérix. Donc Astérix et la Zizanie, c'est l'arrivée de ce personnage-là, qui s'appelle Détritus, qui est un fauteur de troubles, et j'aime beaucoup la manière qu'il a d'interagir avec les personnages, c'est que quand il fout le bordel, les personnages parlent avec une bulle verte qui montre qu'ils sont dans la Zizanie, et c'est vraiment cool. Donc en fait, César veut, en fait le but, l'histoire, c'est César veut encore une fois éradiquer le village d'irréductibles gaulois. Il sait pas comment faire, et on lui parle de Détritus qui a foutu le bordel dans sa maison, dans son immeuble, et donc il dit on va l'envoyer au village gaulois, il va foutre le bordel, et donc il va semer la zizanie en offrant un cadeau à Astérix en disant c'est lui le plus grand monarque de ce coin. Et Astérix dit non, c'est moi le chef du village, c'est pas Astérix. Et après on lui dit oui, il a vendu le secret de la potion magique, ce qui fait qu'il commence à y avoir des doutes envers tout le monde suspecte tout le monde, c'est super cool. Ashkelonic qui dit ouais, moi je suis un grand, et etc. Et tout le monde se fout de sa gueule, donc tout le monde se déteste, et à la fin, Panoramix, Obélix et Astérix comprennent le but du méchant, enfin de Détritus, et vont retourner sa zizanie contre lui, en disant non, c'est lui le traître. Et tu fais quoi, t'es un traître toi? Et donc tous les Romains le détruisent, et il retourne à Rome pour se faire bouffer par les lions de César. Vraiment un très bon album, vraiment très très cool. Cette zizanie, tous ces personnages qui s'entrechoquent, vraiment très très cool. J'ai beaucoup aimé cet album, malgré que ce soit un album où on reste dans le village. Et je pense que pour l'instant, de tous les albums où Astérix reste chez lui, c'est peut-être celui que j'ai le plus préféré. En tout cas, c'est vraiment un très très bon album, la zizanie. Donc voilà, c'était ma vidéo, mes lectures. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. En description, vous avez des liens vers tous mes réseaux, Twitter, Discord, Instagram, TikTok. Et maintenant que c'est dit, je vous dis à plus, et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!